Ce soir, on va aborder plus les thèmes, les outils pour travailler en épidémiologie, comprendre ce que fait un épidémiologiste, comment on fait pour mettre en évidence des facteurs de risque, qu'est-ce qu'une association entre deux variables, quels sont les biais qu'il faut éviter pour bien travailler en épidémiologie. Mercredi prochain, Franck assurera le cours sur les régressions linéaires, notamment, pour plus orienter biostatistiques. Donc c'est parti. Donc le plan de ce soir, dans un premier temps, ce sera des principes généraux, les outils, les indicateurs qu'on utilise en épidémiologie. Ensuite, on va aborder les types d'études épidémiologiques, ensuite les biais, qu'est-ce qu'un biais, comment s'en prémunir. Et enfin, on plongera plus en profondeur dans l'épidémiologie analytique et on verra la distinction fondamentale entre association, causalité et interaction. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'épidémiologie, c'est quoi? C'est l'étude de la dispersion des maladies dans une population, l'étude de l'évolution des maladies. C'est pas que, ça ne concerne pas que les pathologies infectieuses, c'est pas uniquement la propagation d'une nouvelle bactérie, d'un nouveau virus. Ça peut être aussi l'étude du nombre de prothèses de hanche qui a été posée en 2015, l'étude des pathologies chroniques. L'épidémiologie, c'est finalement tout un tas de... c'est un domaine assez vaste. On distingue deux grandes approches en épidémiologie. Donc il y a l'épidémiologie descriptive et l'épidémiologie analytique. On va utiliser l'une et l'autre selon le but de notre recherche, selon le point de vue. Donc l'épidémiologie descriptive. Le but, c'est de décrire et connaître la dispersion d'une pathologie dans une population, estimer l'ampleur d'un phénomène. Pour cela, on va avoir deux principaux indicateurs. Donc, pour ceux qui étaient là mercredi, ça va vous dire quelque chose, c'est la prévalence et l'incidence. La prévalence, c'est estimer la fréquence d'une maladie dans une population à un instant T. L'incidence, c'est étudier l'apparition de nouveaux cas d'une maladie dans une population. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les donner au fil de l'eau. Ce sera plus simple d'y répondre pendant la présentation que à la fin. Donc, petit rappel, la prévalence, c'est le nombre de sujets atteints par une pathologie dans une population à un instant T. C'est une mesure qui est figée. À l'opposé, l'incidence, on va se baser uniquement sur l'étude des nouveaux cas. Donc, on va comptabiliser le nombre de nouveaux cas dans un intervalle de temps fixé, rapporté à la population d'études. En général, l'incidence est inférieure à la prévalence. C'est pas forcément lié. On peut pas comparer parce que c'est pas tout à fait les mêmes mesures. La prévalence à un instant T, l'incidence, si on veut faire, par exemple, on ne sait pas sur une durée d'une période très très longue, on peut avoir beaucoup de cas. En fait, ça dépend du point de vue. La prévalence, c'est tous les cas qu'il y a. Effectivement, si on fait une incidence, on calcule une incidence sur quelques jours, quelques mois pour une pathologie qui n'est pas forcément fréquente. Sinon, ça va être plus faible. On ne peut pas vraiment comparer ces deux mesures à les opposer l'une à l'autre. Et l'instant T, généralement, pour la prévalence, c'est une année? Ça dépend de la maladie étudiée. Si c'est une maladie qui évolue lentement, on peut se permettre d'étudier sur un instant T qui va être relativement large. Si c'est une pathologie, je ne sais pas, si on va étudier la grippe, on va pouvoir faire ça on va pas pouvoir étudier la prévalence de la grippe sur une année, on va plutôt prendre sur une semaine. Mais sur les jeux de données qu'on a, ça a un rapport avec l'incidence, et justement, c'était pour voir un peu la période. Alors, je pense qu'avec les jeux de données dont on a disposé, il y aura la possibilité de calculer les deux selon les données qu'on va étudier. Si on a des données qui regroupent un intervalle de temps défini, on va pouvoir calculer aussi une incidence. Si on a des données uniquement sur un jour, sur un instant T, on va calculer une prévalence. Je pense qu'il fallait les deux pour être possible. Donc, l'épidémiologie analytique, quant à elle, le but ne va pas être de décrire la population, mais de mettre en évidence une association entre différents facteurs. Donc, ici, ce soir, on va surtout parler de maladies et d'exposition. Dans le cas de l'épidémiologie, on cherche surtout principalement des facteurs de risque de cancer,
Donc une maladie et une exposition. Donc c'est pour ça, je peux utiliser des termes plus abstraits et moins plus généraux que maladie et exposition, mais ce soir je pense que c'est plus simple et ça plus concret de parler de maladie et d'exposition. Donc le but, c'est de trouver des facteurs de risque et des facteurs protecteurs du cancer. Et on verra notamment la distinction entre une association entre une exposition et la survenue d'une maladie et une causalité entre cette association et l'exposition et l'exposition. L'épidémiologie analytique, du coup, on va utiliser principalement deux indicateurs qui sont les odds ratio et le risque relatif. Donc, on voit qu'on a des objectifs différents quand on parle d'épidémiologie descriptive ou d'épidémiologie analytique. C'est pour ça qu'on va avoir des types d'études différents. L'épidémiologie, nous, ça va être avant tout observationnel. Si on était dans le cadre d'une recherche clinique, on pourrait se permettre de faire de l'intervention, c'est-à-dire de tester un nouveau médicament, de tester une nouvelle chimiothérapie. Nous, dans les bases de données qu'on a, et en épidémiologie d'une façon générale, c'est de l'observation, on n'intervient pas sur la population, on essaye d'établir des liens entre des expositions et la survenue de maladies. Et un point fondamental aussi, c'est que l'épidémiologie, on travaille pratiquement toujours sur des échantillons, c'est-à-dire qu'on n'a jamais les données exhaustives sur une population, c'est toujours un échantillon, on va voir l'importance que ça a, l'importance que l'échantillon soit représentatif de la population source. Sans ça, on ne peut pas tirer de conclusion. Donc, dans les objectifs descriptifs, si on veut calculer une prévalence, on va faire un outil qui s'appelle des études transversales ou des enquêtes de prévalence. Donc, pour réaliser ces études, on va prendre un échantillon d'une population. Cet échantillon va être tiré au hasard. Il n'y a pas de suivi des malades, donc pas d'intervalle de temps. Là, c'est ce qu'on disait, on est dans un intervalle figé, dans un instant T figé. C'est ce qu'on appelle un recueil transversal. Ça va essentiellement être utilisé pour calculer une prévalence. Dans une étude transversale, on peut également mettre en évidence des associations entre exposition et maladie, donc calculer les odds ratios et les risques relatifs, mais c'est moins utilisé. On va avoir quel type d'études on préfère utiliser pour calculer les odds ratios et les risques relatifs. Maintenant, les études longitudinales, donc ça désigne les études qui vont avoir un recueil de données sur la durée. Donc on va suivre les patients que l'on a sélectionnés. Ainsi, ça va nous permettre de calculer les incidences, parce qu'on a des données qui vont s'étaler sur la durée. Dans une étude longitudinale, on ne peut pas calculer de prévalence. Pourquoi ? Parce qu'on va sélectionner un échantillon qui est sain, qui est indemne de la maladie, pour nous permettre d'étudier le nombre de nouveaux cas qui va apparaître dans cet échantillon. Donc à partir de là, on ne peut pas calculer de prévalence parce qu'on a finalement un échantillon qui n'est pas représentatif de la population. Dans les objectifs analytiques, pour mettre en évidence des associations, donc des risques relatifs et des odds ratios, on va faire ce qu'on appelle une enquête de cohorte. L'enquête de cohorte, en fait, c'est le même schéma qu'une étude longitudinale. Souvent, c'est un terme utilisé, on le retrouve plus souvent quand on est dans des objectifs analytiques, plus que dans des objectifs descriptifs, mais dans le fond, c'est exactement pareil qu'une étude longitudinale. Donc, dans une enquête de cohorte, on peut avoir un échantillon tiré au hasard dont on ne connaît pas l'exposition et dont on va étudier au fur et à mesure du suivi l'exposition à la maladie, ou on peut avoir un échantillon dans lequel on va connaître à la base l'exposition. Et dans ce cas-là, on se trouve dans le cadre d'une enquête exposée, non exposée. Ça a des implications méthodologiques. La méthodologie la plus robuste, c'est d'avoir une enquête de cohorte, c'est pas d'être dans le cadre d'une étude exposée, non exposée, qui est un sous-type d'enquête de cohorte. Mais voilà. Et donc ça nous permet d'étudier des associations et notamment de calculer ce qu'on appelle le risque relatif. Un peu plus... Est-ce qu'il faut vous dire tout ça ? Ouais.
le dernier point tout en bas, oui. c'est un rapport avec... C'est dans ce... Oui, alors le dernier point, donc je dis que ça va nous permettre de réaliser une association, d'étudier des associations donc, entre une exposition et une maladie. Dans ce type d'étude, c'est le schéma d'étude le plus favorable pour mettre en évidence des associations, et ça nous permet notamment de calculer ce qu'on appelle un risque relatif. On va voir ce qu'est un risque relatif juste après. Voilà. Et donc, un autre type d'étude en épidémiologie analytique, c'est l'enquête cas témoin. L'enquête cas témoin, à la différence d'une étude de cohorte, on va prendre un échantillon de population au hasard dans la population. Dans l'enquête cas témoin, on va d'abord sélectionner des malades. C'est-à-dire qu'on va regrouper un certain nombre de sujets malades auxquels on va chercher à appareiller des témoins. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est un type d'étude qui est très utile quand la maladie est rare à mettre en évidence. C'est-à-dire que si on a une maladie, on connaît à peu près la prévalence, qui est d'environ 1 pour 1000, pour pouvoir faire des études d'association, on ne va pas pouvoir recueillir 10 000, 20 000 sujets pour lesquels on aurait seulement 10 ou 20 malades. C'est très compliqué, ça ne va pas nous permettre d'avoir une puissance nécessaire pour faire des associations. Donc dans ces cas-là, quand on a une maladie qui est rare, avec donc une prévalence qui est faible, on va aller sélectionner directement des sujets malades auxquels on va chercher à faire correspondre des témoins qui ont les mêmes caractéristiques de santé. Est-ce que c'est à peu près clair dans ce type d'étude? Voilà. On cherche d'abord, on sélectionne d'abord nos sujets malades, parce que finalement, si on fait ce type d'études, parce qu'ils sont rares, donc on va d'abord sélectionner des malades, et on cherche à y appareiller des témoins ensuite. Et voilà, point très important dans ce type d'études, je vous ai dit que pour mettre en évidence des associations, on avait 2 indicateurs à notre disposition, l'odds ratio et le risque relatif. Dans ce type d'études, on ne peut pas utiliser de risque relatif. On va voir pourquoi juste après. Apparier, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire principalement se regrouper avoir des sujets qui ont des caractéristiques, que ce soit socio-économiques, que ce soit au niveau biologique, qui ont des caractéristiques similaires. C'est-à-dire que pour ne pas avoir un échantillon biaisé, on va essayer de trouver des témoins qui sont grosso modo proches des sujets malades. On a vu dans le premier cours qu'il y avait tout un tas de déterminants qui pouvaient influencer la santé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la diapositive en arrière de cercle qui montrait tous les déterminants possibles. Si on veut pouvoir mettre en évidence une association correctement, on essaye d'avoir au maximum deux groupes, donc un groupe malade et un groupe témoin, qui ont des caractéristiques similaires au niveau de tous ces déterminants de santé. Bien qu'on ne puisse pas tous les prendre en compte, on essaye de minimiser la différence entre les groupes de ce point de vue-là. Donc, comment on calcule un risque relatif? Souvent, on va être amené à réaliser des petits tableaux comme celui-ci, donc avec les malades, non malades, exposés, non exposés, qui nous permettent d'obtenir 4 catégories. Les sujets malades exposés, les sujets non malades exposés, les sujets malades non exposés et les sujets non malades non exposés. Donc, pour calculer le risque relatif, dans un premier temps, on calcule le risque chez les exposés et ensuite le risque chez les non exposés. C'est assez simple à comprendre. Donc, risque exposé, on va faire malade exposé sur l'ensemble des exposés. Risque non exposé, malade non exposé sur l'ensemble des non exposés. À la suite de ça, on a nos 2 risques, on va faire un ratio de ces risques. Donc risque exposé sur risque non exposé, avec les petites formules que vous voyez là, ça nous permet de calculer assez simplement un risque relatif. L'odds ratio, à la différence du risque relatif, un odds
ne contient pas au dénominateur, donc sous la fraction, ne contient pas le numérateur. C'est-à-dire qu'on a calculé directement malade exposé sur malade non, exposé malade sur exposé non malade pour l'odds exposé, et identique pour l'odds non exposé. On fait également un ratio de ces deux odds qui nous donne un odds ratio dont là vous avez la formule ici. Donc, pour essayer d'expliquer simplement pourquoi on ne peut pas faire d'odds ratio, pourquoi on ne peut pas calculer le risque relatif dans le cadre d'une étude KT-. En fait, il faut bien comprendre que le rapport sujet malade, excusez-moi. Voilà, je suis désolé. Donc, notre ratio, on ne peut pas calculer on ne peut pas calculer de risque relatif dans une étude KT-, donc on va calculer un odds ratio qui est moins précis que le risque relatif. Tout simplement parce que le rapport entre les sujets malades et non malades est choisi arbitrairement au début de l'étude. On a dit qu'on choisissait d'abord des sujets malades et on les appareillait à un nombre de témoins déjà déterminé. Donc on a le rapport A sur C finalement est faussé parce qu'il est déterminé par la méthodologie à la base. Donc un odds exposé et l'odds non exposé en soi n'ont aucune valeur, alors que le risque exposé et le risque non exposé, c'est déjà des informations en soi. Par contre, du coup, l'odds ratio, on va pouvoir interpréter un odds ratio en faisant l'odds exposé sur l'odds non exposé. Est-ce que c'est compréhensible pourquoi on ne peut pas calculer de risque relatif? Ouais. Donc, petit exemple avec des chiffres. Là, on a pris l'exposition à un pesticide et on cherche à savoir si les malades, si plutôt la population exposée est plus à risque de développer un cancer du poumon. Donc, on met en application les formules que l'on vient de voir et on obtient un risque relatif de 4,10. On va revenir plus en détail par la suite sur ce que veut dire un risque relatif, comment on interprète un risque relatif, sachant que donc là, il est supérieur à 1. À partir du moment où un risque relatif est supérieur à 1, on a une association qui est mise en évidence, c'est-à-dire que quand l'intervalle de confiance du risque relatif à 95% ne contient pas 1, on a une association qui est mise en évidence. L'intervalle de confiance, peut-être que tout le monde n'a pas cette notion. On voit que l'intervalle de confiance de 4,10 ici est compris entre 3,18 et 5,26. Ça veut dire qu'en fait, on a 95% de chances que le risque relatif réel soit situé entre 3,18 et 5,26. Parce que le risque relatif, si on a juste le chiffre 4,10, en fait, ça reste des données expérimentales dont on n'est pas sûr, dont on ne peut pas assurer qu'elles soient strictement représentatives du risque dans la population réelle. Donc, à partir de calculs statistiques, on arrive à donner un degré de significativité à ce risque relatif en calculant un intervalle de confiance. Là, l'intervalle de confiance, du coup, est strictement supérieur à 1. Donc, les sujets exposés l'exposition est associée à un risque de développer un cancer du poumon. On va voir par la suite que cette association ne veut pas forcément dire causalité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a cette exposition qu'on peut affirmer que l'exposition entraîne le cancer du poumon. Pour l'instant, on peut juste dire que ceux qui sont plus exposés, on observe qu'ils ont plus souvent des cancers du poumon.
c'est toujours assez binaire, exposé, non exposé. Oui. Est-ce qu'on arrive à voir, enfin, vous arrivez à être beaucoup plus précis avec les degrés d'exposition? On peut faire beaucoup plus de catégories. Là, moi, dans tous mes exemples, je suis parti sur des données binaires parce que c'est plus facile à comprendre. Là, en 1 heure, on va aborder pas mal de thèmes, donc je n'ai pas cherché à plus détailler que ça. Mais bien sûr, on peut faire plus de catégories. Même en malade, on peut faire différents degrés de maladie, on peut faire différents stades de maladie. Donc, il peut y avoir des tableaux avec beaucoup plus de colonnes. On arrive quand même à calculer des risques relatifs et des autres ratios. C'est un peu plus compliqué du coup, mais voilà, ça se fait tout à fait. Voilà, l'interprétation du risque relatif, donc c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Quand l'intervalle de confiance à 95% n'inclut pas 1, on observe une association statistique entre l'exposition et la maladie. S'il est supérieur à 1, les malades, plus fréquemment, il y a plus de malades chez les exposés. Quand il est inférieur à 1, il y a moins de malades chez les exposés. Donc voilà, ça c'est la conclusion de notre petit exemple chiffré. Et je vois pas l'intervalle de confiance ne contient pas 1. Chaque fois c'est. Alors c'est là-haut, le premier point tout en haut, risque relatif à 95% exposé. Donc on voit que l'intervalle de confiance c'est ce qu'il y a entre crochets à la suite du 4,10. C'est-à-dire qu'on a 95% de chance d'avoir le vrai risque relatif dans cet intervalle. Ouais. 1 est inférieur voilà. à 18. Si par exemple on avait un risque relatif à 4,10 mais un intervalle de confiance compris entre 0,9 et 18, et l'intervalle de confiance contiendrait 1, donc on ne pourrait pas affirmer, on ne se permettrait pas d'affirmer qu'il y a une association entre les deux. On choisit souvent la limite de 95% en biostatistique, en épidémiologie, à tort ou voire raison, mais c'est souvent un risque de se tromper qu'on admet. À partir de 95% de sécurité, voilà, on admet de tirer des conclusions. L'odds ratio un odds ratio s'interprète à peu près de la même façon qu'un risque relatif, c'est-à-dire que si on calcule aussi un intervalle de confiance à 95% de l'odds ratio, s'il ne contient pas 1, même conclusion que pour le risque relatif, l'odds ratio est pertinent à calculer dans le cas où la maladie est rare dans la population. Si jamais on était amené à calculer des odds ratios pour une maladie dont la prévalence était élevée, on aurait un risque de surestimer l'association qu'on aurait pu mettre en évidence. Excusez-moi. Oui. C'est quoi la limite parce qu'il y a une limite fixe? Non, on peut pas. Je pense pas qu'on puisse parler de limite fixe. En général, quand on peut se le permettre, en fait, on calcule un risque relatif si on a conçu un schéma d'étude qui nous permet d'avoir que des odds ratios, donc une étude cas témoin, et on va calculer un odds ratio. Mais on ne peut pas affirmer d'études il n'y a pas de limite. Disons qu'une prévalence de 1 pour 1000, c'est une maladie rare. Une prévalence de 20%, c'est une maladie fréquente. Après, entre les deux, c'est toute l'interprétation des résultats statistiques obtenus. Petit résumé de ce qu'on vient de voir, donc des calculs et des indicateurs qu'on peut calculer en fonction du type d'étude choisie. Donc on a vu dans une enquête transversale, même si je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus, on peut bien calculer un odds ratio et un risque relatif. Dans une enquête cas témoin, on ne peut se permettre de calculer qu'un odds ratio. Et dans l'enquête de cohorte, on peut se permettre de tout calculer, sauf la prévalence. Donc, nouvelle partie. Là, on va aborder la notion de biais en épidémiologie. Les biais, ça va être toutes les difficultés qu'on va avoir et tout ce à quoi il va falloir faire attention au moment de l'interprétation des résultats statistiques obtenus. C'est tout le travail, notamment des médecins de recherche clinique, qui vont concevoir des protocoles d'études, qui vont revoir les résultats obtenus
qui vont réfléchir à quel biais on a pu oublier, à quel biais sont exposés nos résultats, et comment les prendre en compte. Donc globalement, les variations d'un échantillon, c'est expliqué par deux phénomènes. Donc la variabilité intrinsèque des données. Sur une même population, on veut calculer la prévalence d'une maladie. Si on prend deux échantillons différents, a priori, on aura deux prévalences au moins légèrement différentes, selon la variance du paramètre étudié. Donc ça, on appelle ça la fluctuation d'échantillonnage. C'est une erreur aléatoire et c'est ce pourquoi on fait des statistiques, c'est pourquoi on fait des intervalles de confiance, c'est pour prendre en compte cette fluctuation d'échantillonnage. Le biais, quant à lui, c'est une erreur systématique, c'est-à-dire que c'est une erreur qui va fausser nos résultats, qui va fausser l'interprétation de nos résultats ou qui va fausser le résultat statistique obtenu. On va voir en fonction du type de biais quelle interprétation, quelles conséquences ils ont sur l'interprétation de nos résultats. Donc, dans un premier temps, on va parler des biais de sélection. Les biais de sélection, c'est au moment, ils apparaissent au moment de la sélection de notre échantillon par rapport à la population. Et la conséquence de l'apparition d'un biais de sélection, ça va être la non-représentativité de notre échantillon par rapport à cette population. On a vu qu'il y avait beaucoup de déterminants de santé différents qui pouvaient influencer l'apparition de maladies dans une population. Donc si jamais on prend un échantillon qui n'est qu'une petite partie de cette population, c'est-à-dire que cet échantillon il va probablement avoir des caractéristiques, donc des déterminants de santé différents de l'ensemble de la population. À partir de là, on va avoir un résultat certes, mais qu'on ne pourra pas appliquer à l'ensemble de la population. Donc ça, c'est le biais de sélection. Oui. J'ai pas très bien compris la notion entre fluctuation d'échantillonnage et biais de sélection. Parce que du coup, en fait, quand on a un biais de sélection, c'est que... fluctuation d'échantillonnage, c'est plus subtil, quoi. C'est plus une fluctuation... C'est une fluctuation qu'on ne maîtrise pas et qui, en fait, est tout à fait normale. Quand si on veut calculer la taille de 100 personnes, plutôt si on veut calculer la taille moyenne des Français et qu'on se base sur des échantillons de 100 personnes, il y a fort à parier qu'on n'aura pas exactement la même taille moyenne, même si on voudrait extrapoler à partir de notre échantillon à la taille globale, on aura toujours des variations entre nos échantillons. Ça, c'est la fluctuation d'échantillonnage. Ça ne veut pas dire que les données, que le recueil a été mal fait, qu'il y a eu des biais. Ça veut simplement dire que c'est un échantillon, donc c'est l'erreur aléatoire. À la différence du biais, si on était amené à sélectionner nos sujets, on va en parler des biais de sélection, mais si on était amené à sélectionner nos sujets, je ne sais pas, dans ceux qui font du basket par exemple, il y a fort à parier qu'on a une taille moyenne différente. Donc pour s'affranchir des biais de sélection, il faut essayer de respecter les deux règles suivantes, c'est-à-dire que constituer un échantillon aléatoire suppose que chaque élément de la population source a la même probabilité d'être sélectionné, donc on peut sélectionner tout le monde, et la sélection d'un élément n'a aucune influence sur la sélection d'un autre élément. Le principal biais, ça va être surtout dans... on va surtout y avoir des biais de sélection quand chaque élément de la population ne va pas avoir une probabilité d'être sélectionné. Donc on va avoir quelques exemples de biais de sélection. Alors ça peut être des biais de sélection dans les études de cohorte, dans les perdus de vue. Donc on a vu qu'une étude de cohorte, c'est une étude qui se fait sur la durée. Donc au début de l'étude, on peut avoir 1000 sujets. Petit à petit, il y a fort à parier qu'on va perdre quelques sujets. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'interprétation de tout ça, des résultats qu'on aura obtenus, est-ce qu'on va prendre en compte les sujets qu'on a perdus de vue ou pas, surtout est-ce que ces sujets perdus de vue ont des caractéristiques différentes qui pourraient expliquer qu'ils soient perdus de vue du reste de l'échantillon et donc du reste de la population. Deux exemples, les perdus de vue, ils peuvent être décédés tout simplement. Donc dans le cadre des suivis, des rechutes d'un cancer,
Si on exclut les sujets perdus de vue, on va probablement exclure des sujets qui sont décédés, donc ça va fausser nos résultats. Si on veut constituer... si on veut évaluer par exemple un programme de prévention, quel qu'il soit, on va faire suivre ce programme sur une certaine durée, on va interroger la population tout au long du suivi de ce programme. Il y a des sujets qui ne vont plus répondre petit à petit au questionnaire. À la fin de l'étude, on n'aura plus que les sujets qui ont répondu tout au long de l'étude au questionnaire. On va se demander si finalement les sujets qui ont répondu au questionnaire jusqu'au bout, est-ce que ce ne seraient pas les sujets les plus motivés, donc finalement les sujets qui vont être le plus aptes à suivre un programme de prévention. Donc finalement ça va surestimer l'effet de notre programme de prévention parce que les sujets dont on aura les données in fine, ce seront les sujets les plus motivés pour suivre ce programme. Il faut faire bien attention à ça. Ça c'est les perdus de vue et les suivis d'enquête. Dans les biais de sélection qu'on peut retrouver dans les études cas témoins, donc comme je vous ai dit, les études cas témoins, on va se focaliser sur la recherche de sujets malades. Les sujets malades, on va souvent les trouver à l'hôpital. Ce qu'on fait, c'est que souvent, une fois qu'on a sélectionné ces sujets malades, on va leur appareiller des témoins, mais ces témoins, on va aussi les prendre à l'hôpital parce que question de praticité, c'est plus facile d'aller trouver un grand nombre de témoins à l'hôpital pour les médecins, ils les ont à proximité. Sauf que du coup, on voit bien que ces témoins, comment on va faire pour qu'ils soient représentatifs de la population, alors même qu'ils sont hospitalisés? Il y a des chances que s'ils sont hospitalisés, ils n'aient pas un état de santé qui soit le même que le reste de la population. Donc ça, c'est aussi un biais de sélection, c'est-à-dire qu'en sélectionnant nos témoins spécifiquement à l'hôpital, on sélectionne une partie de la population qui est probablement différente de la population source. Il y a toujours moyen de s'affranchir de ces biais en prenant en compte toutes les caractéristiques de nos sujets, en essayant d'ajuster sur des facteurs de risque connus, mais c'est un biais à prendre en compte. Voilà, il y a également dans la constitution du groupe malade, est-ce qu'on va sélectionner les sujets petit à petit, donc on va sélectionner que des nouveaux diagnostics, que des malades nouvellement diagnostiqués. Donc là, si on fait ça, on a plus de chances d'avoir des malades qui sont à peu près au même stade de la maladie. Si on va aller plus vite et qu'on sélectionne des malades qui sont déjà hospitalisés, par exemple, dans le service on va faire une enquête portant sur le rein, enfin sur une maladie du rein, on va rechercher des patients dans le service de néphrologie. Si on prend tous les patients déjà hospitalisés pour cette pathologie dans le service de néphrologie, on peut supposer qu'ils n'en sont pas tous au même stade de la maladie. Donc, on va avoir des sujets qui ne sont pas tous comparables. Alors, si on prend ça s'appelle prendre des cas prévalents. Si on prend des cas incidents, donc des cas qui sont nouvellement diagnostiqués, il y a fort à parier qu'on aura des sujets qui vont être à peu près au même stade de la maladie, et donc on va s'affranchir d'un biais de sélection en procédant ainsi. Un dernier biais de sélection connu, c'est l'effet travailleur sain. Donc l'une des façons de recruter un grand nombre de patients, de sujets, c'est d'aller directement sur les lieux de travail. Par exemple, si on veut faire une enquête sur la santé mentale d'une population, on va aller questionner directement une entreprise sur ses salariés. Si on s'occupe que des sujets qui sont actuellement au travail, on risque d'éliminer finalement tous les sujets qui sont en arrêt maladie. Et les sujets qui sont en arrêt maladie pour des raisons de santé mentale, ou de dépression par exemple, c'est vraiment pas rare. Du coup, on aura finalement une enquête qui sera fausse, qui sous-estimera par exemple la prévalence de la dépression dans la population. Deuxième type de biais qu'on va étudier, donc c'est le biais de classement. Donc ça, c'est un biais qui survient au moment de classer le malade le sujet plutôt dans la catégorie malade ou non malade. Donc effectivement, là, moi je vous présente surtout un tableau avec deux catégories, malade plus, malade moins.
En réalité, c'est pas aussi simple que ça. En médecine, il y a toujours une zone grise, une zone où on ne sait pas très bien. Et donc, il y a des sujets qu'on va peut-être qu'on va déclarer comme malades qui ne le sont pas, et inversement. Dans ces biais de classement, on distingue deux biais, c'est important de comprendre la différence. Il y a le biais de classement non différentiel, c'est-à-dire que finalement, on classe les sujets malades dans un groupe ou dans l'autre, on risque de se tromper à certains moments, mais c'est lié au hasard, c'est lié parce que le radiologue, finalement, sur son échographie, il y a des moments où c'est compliqué de trancher, il va trancher, mais il peut se tromper dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est un biais de classement non différentiel, c'est-à-dire que l'exposition, le statut de l'exposition est indépendante de la catégorie dans laquelle on va ranger le malade. C'est une erreur diagnostique qui arrive forcément en médecine. À côté de ça, il y a le biais d'exposition différentiel, c'est-à-dire que l'erreur de classement est liée à l'exposition. Donc le médecin, il va chercher à poser un diagnostic le plus précis possible. Si jamais il dispose, par exemple, on lui demande sur un scanner de diagnostiquer une tumeur, un cancer du poumon. Si jamais il dispose de l'information que le patient dispose de l'information selon que le patient est fumeur ou non, quand il va être dans la zone grise, qui ne sait pas trop finalement si la tumeur, ce qu'il voit sur le scanner, c'est une tumeur ou pas, s'il connaît l'information comme quoi le patient est fumeur, consciemment ou non, il peut être influencé. Et donc, passer le patient fumeur, déclarer que ce qu'il voit c'est une tumeur, inversement, si non fumeur, opter plus pour autre chose qu'une tumeur. Donc ça c'est le biais de classement différentiel, c'est-à-dire que l'erreur de classement est différente selon l'exposition. La conséquence de ce biais de classement différentiel, c'est qu'ils vont avoir tendance à surestimer nos résultats. Ils vont donner plus de force à notre association. Dans le cas si on voulait mettre en évidence la relation entre tabagisme et cancer du poumon dans cet exemple, si le médecin qui faisait le diagnostic de cancer du poumon avait l'information, il y a fort à parier que notre étude surestimerait le risque de cancer du poumon chez les personnes fumeuses. Alors que dans le biais de classement non différentiel, le principal risque, c'est la perte de puissance. C'est-à-dire qu'on va classer des patients dans un groupe ou dans l'autre de façon fausse, de façon aléatoire. Donc on va diluer finalement la force de l'association entre l'exposition et la maladie. On dit perte de puissance, c'est un peu comme si on perdait la précision de l'étude. C'est exactement la puissance, c'est la capacité de notre étude à mettre en évidence une différence si elle existe. Donc en fait, on va perdre la capacité de notre schéma d'étude à mettre en évidence cette différence. C'est ça exactement la puissance. Donc voilà, ça peut rejoindre plus ou moins une question de précision, c'est-à-dire qu'on va être plus dans le flou. Mais c'est exactement la capacité de notre étude à mettre en évidence une différence si elle existe. Pour pallier à ces biais de classement, plusieurs techniques. Donc, pour les biais de classement non différentiels, on va essayer de standardiser la méthode diagnostique, que ce ne soit pas dépendant d'un médecin. Donc on va pouvoir par exemple faire relire systématiquement les scanners pour avoir plusieurs avis, pour essayer de diminuer cette zone grise où on a du mal à trancher. Pour le biais de classement différentiel, évidemment, ça va être de ne pas donner d'informations sur l'exposition au médecin. Donc, ça va être, on appelle ça l'aveugle de l'exposition. C'est vraiment fait, on ne donne pas d'informations au médecin? Ah oui, c'est très très important. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin qui va prendre en charge la pathologie, ça ne va pas être celui. Si on veut faire une étude clinique, on va s'assurer que le diagnostic n'est pas fait dans le cadre de la prise en charge clinique. Dans la prise en charge clinique, pour soigner le patient, bien sûr que le médecin aura toutes les informations. Dans le cadre d'une étude, on va faire en sorte, faire en sorte que le diagnostic soit fait indépendamment de toutes les autres données. Et enfin, donc on a vu biais de classement, biais de sélection. Maintenant, on va parler des biais de confusion.
Donc, on a en présence d'un biais de confusion quand il existe un ou plusieurs facteurs de confusion. Un facteur de confusion, c'est quoi? C'est un facteur qui est lié à la fois à l'exposition et à la maladie. On va revenir assez longtemps dessus parce que c'est une notion fondamentale. C'est ce qui fait toute la différence entre une association statistique qu'on aura trouvée, comme le risque relatif dont je vous parlais tout à l'heure, et une causalité entre l'exposition et la maladie. C'est principalement l'existence de facteurs de confusion qui fait qu'on ne peut pas conclure à une relation causale quand on voit une association statistique. Donc un petit exemple pour illustrer ça, c'est une vraie étude publiée dans le Lung Cancer. C'est une méta-analyse qui retrouve une association entre la consommation de café et cancer du poumon. Une méta-analyse, simplement, c'est une analyse, une étude d'études. Donc on va reprendre tout un tas d'études qui ont été faites par tout un tas de chercheurs dans le monde sur le même sujet, et on va agglomérer toutes les données, on va reprendre toutes les conclusions, et on appelle ça une méta-analyse. L'intérêt de la méta-analyse, c'est qu'elle a un niveau de preuve très élevé, parce qu'on se base sur tout un tas d'études de plusieurs chercheurs. Donc dans cette méta-analyse, ils ont retrouvé que le risque relatif des personnes qui consommaient du café pour être atteintes d'un cancer du poumon était de 1,27 avec un intervalle de confiance à 95% qui ne contient pas la valeur 1. Ça veut dire que les personnes qui consomment du café ont plus souvent des cancers bronchopulmonaires. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Parce que là, instinctivement, on ne voit pas comment le café pourrait avoir une influence sur le parenchyme pulmonaire, ils sont pas en contact. Voilà. Ça laisse supposer l'existence de facteurs de confusion. Donc, voilà, un petit graphique pour expliquer cette relation. Notamment, l'augmentation de consommation de café entraîne une augmentation de cancer du poumon. Donc, ce qu'on suppose, l'explication de tout ça, c'est qu'il y a l'effet d'autres facteurs qui sont à la fois liés à la consommation de café et à la fois liés au cancer du poumon. Celui qui a été principalement mis en évidence dans cette étude, c'est le tabac, c'est-à-dire qu'ils ont observé que les personnes qui consommaient du café, globalement, avaient aussi tendance à fumer plus. Donc c'est sur une très grande base de données, c'est notamment là, le Café Club, ça vient de là. Donc la consommation de café et la consommation de tabac sont liées. À partir de là, on sait, il y a plus à démontrer que le tabac entraîne des cancers du poumon. Donc statistiquement, vu que les consommateurs de café ont plus tendance à fumer, on va retrouver plus de cancers du poumon chez les consommateurs de café. Et bien évidemment, il n'y a pas de relation directe entre la consommation de café et le cancer du poumon. Donc pour qu'un facteur soit considéré comme un facteur de confusion donc entre une variable A et une variable B, il faut que le facteur de confusion soit associé à A, qu'il soit causal ou pas, ça n'a pas d'importance, mais il faut qu'il soit associé à A et il faut qu'il soit causal de B. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc ça c'est. J'ai pas compris causal. Causal, en fait, c'est du coup, il y a le facteur de confusion en évidence entraîne la maladie. Il est associé à l'exposition, c'est-à-dire qu'on le retrouve plus fréquemment chez les personnes exposées. Nous, l'exposition, là, c'était le café. Hein. Donc, on le retrouve plus facilement chez les personnes exposées, même s'il n'y a pas de lien de causalité entre fumer et boire du café. C'est juste que c'est un comportement qui se retrouve plus souvent associé. Donc les deux facteurs, le facteur de confusion et l'exposition étudiée n'ont pas de lien de causalité, mais sont associés. Mais le facteur de confusion, lui, est causal du cancer du poumon, de la maladie étudiée. Un deuxième exemple pour illustrer les facteurs de confusion. Donc c'est également une vraie étude qui a été publiée dans un journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine. Donc c'est un des journaux les plus cotés en termes de recherche médicale parmi les milliers de journaux qui existent. Donc cette
étude, donc c'est tout ça pour dire qu'il y a une méthodologie très très sérieuse et que les résultats qui sont obtenus ici ne sont pas liés à des biais de sélection ou à d'autres biais. Ils sont vraiment liés à un biais de confusion qu'on va étudier ici. L'hypothèse de départ de cette étude, c'est une étude, c'est un peu du second degré, même si la méthodologie est plus que sérieuse et les résultats sont très corrects. Les chercheurs sont partis du principe que, de l'idée que la consommation de flavonoïdes augmentait les capacités cognitives. Les précédentes études avaient mis en évidence cette association entre consommation de flavonoïdes et capacité cognitive. Donc ils se sont demandé si le chocolat qui contient des capacités cognitives augmentait le nombre de prix Nobel dans les pays très gros consommateurs de chocolat. Ça, c'est le graphique issu de l'étude. Donc, à gauche en ordonnée, c'est le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants. À droite, en abscisse, plutôt en bas, en abscisse, c'est la consommation de chocolat en kilos par an et par personne. On voit qu'il y a une relation qui semble assez linéaire, c'est-à-dire que plus dans un pays les personnes consomment de chocolat, plus ce pays plus grand est le nombre de prix Nobel dans ces pays-là. Donc c'est une relation assez intéressante, hein. Et tout ce qui est donc cette relation est réelle. Les tests statistiques qu'ils ont utilisés étaient très significatifs. On va revenir sur la valeur du petit p, mais en gros, ça veut dire qu'ils avaient moins d'une chance sur 1000, la p inférieure à 0,001, moins d'une chance sur 10 000 même de se tromper et de mettre en évidence cette association au hasard. Donc, bien sûr, le facteur de confusion qui est apparu dans cette étude, c'est le niveau socio-économique et la consommation de chocolat. C'est-à-dire que plus dans un pays le niveau socio-économique est élevé, plus in fine il va y avoir des prix Nobel parce que le niveau d'éducation est meilleur et ainsi de suite. Et également, plus le pays est riche, plus les gens consomment de chocolat. Et c'est ce qui explique cette association entre consommation de chocolat et prix Nobel. Donc en fait, le chocolat, c'est un indicateur de niveau socio-économique. Entre autres, ouais, notamment. Alors, c'était pas le but de l'étude, mais oui, c'est aussi ce que ça veut dire, bien sûr. Donc, un petit résumé du coup des biais qu'on a étudiés ici. Donc, le biais de sélection, la conséquence d'un biais de sélection, c'est que l'association statistique qu'on aura mise en évidence, même si elle est vraie dans notre échantillon, n'est pas extrapolable au reste de notre population. Donc, finalement, on ne va pas pouvoir conclure grand-chose, hein, parce que le but d'une étude statistique, c'est toujours de tirer des conclusions pour le plus grand nombre et de ne pas uniquement avoir un résultat pour avoir un résultat dans notre échantillon. Le biais de classement non différentiel, donc c'est-à-dire le biais de classement qui peut survenir un peu au hasard et sans rapport avec l'exposition. La conséquence, c'est que l'association statistique qu'on aurait retrouvée pourrait être encore plus forte que celle qu'on a retrouvée, ou alors le fait de ne pas retrouver d'association statistique peut être simplement expliqué par la présence de biais de classement non différentiel, c'est la perte de puissance. Le biais de classement non différentiel, donc c'est une association qui est possible unique, qui est l'association qu'on aura retrouvée, elle pourrait n'être expliquée que par la présence de ce biais de classement différentiel. Donc ça nous empêche également d'interpréter, de pouvoir tirer des conclusions à partir des résultats qu'on aura obtenus. Et l'association statistique en présence de biais de confusion, on l'a vu, c'est qu'on ne peut pas interpréter l'association mise en évidence et qu'on est obligé de rechercher les potentiels facteurs de confusion.
bien que l'association statistique soit réelle. C'est juste qu'on ne peut pas établir de lien de causalité entre les deux, même si on a vu que voilà, dans les exemples, l'association statistique entre le nombre de prix Nobel et consommation de chocolat est bien réelle. C'est juste qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Oui. Il n'y a pas un risque de démontrer ce qu'on a envie de démontrer. C'est-à-dire typiquement là, ils voulaient démontrer que le chocolat avait rien avec le prix Nobel et ils ont arrivé à le démontrer. Bien sûr. Donc là, on se dit, la consommation de tabac, a priori, on pense que c'est un cancer des poumons. Oui. Et quelque part, à partir du moment où j'ai un résultat positif, je conclus que la causalité existe. Justement, c'est là toute la différence. C'est que quand on a un résultat positif, on est obligé de se poser, notamment, c'est tout le travail après obtenir ces résultats positifs. Dans un article, c'est la partie qu'on appelle la discussion. On va notamment essayer de rechercher les facteurs de confusion qui pourraient expliquer nos résultats. Bien sûr qu'on peut démontrer facilement ce qu'on veut avec l'existence de ce biais de confusion. C'est un peu ce qui explique toutes les études qui peuvent paraître, on va dire, dans la presse, dans le grand public. Ils vont mettre en évidence une association entre je ne sais quel nutriment et l'intelligence et le bonheur et je ne sais quoi d'autre, parce qu'en fait on peut très facilement démontrer des associations si on fait exprès de ne pas s'affranchir des biais de confusion en fait. Juste là pour vous dire, l'étude qu'ils ont fait entre l'étude sur le chocolat et le prix Nobel, c'était évidemment pour mettre en évidence ce facteur de confusion et pas pour démontrer une association, une causalité. Est-ce qu'il y a moyen de prouver une certaine corrélité, une causalité produit des corrélations? Je prends l'exemple chocolat prix Nobel, si on avait pris pas mal de facteurs explicatifs qui couvrent l'espace des grands traits, notamment au niveau de l'échelle économique, parce que là on aurait pu démontrer qu'il y a une corrélation, on peut dire que c'est forcément et puis si après on avait pu montrer un aspect temporel de type ceux qui mangent plus de chocolat qu'avant, quelque chose qui est un gars par ailleurs, ont plus de prix Nobel, par population. Est-ce qu'il y a moyen d'arriver jusque-là? Alors c'est toute la différence entre une association et la causalité. On va voir par la suite tous les critères, dont quelques-uns que vous avez cités, qui vont nous permettre de passer d'une association à une suspicion de causalité. C'est toujours un faisceau d'arguments, notamment prendre en compte le niveau socio-économique dans cette étude-là, essayer d'ajuster sur le niveau socio-économique pour mettre en évidence une lien de causalité. Et alors l'étude est rédigée au second degré. D'ailleurs, vous avez la référence dans la diapo un peu en amont. Vous pouvez aller lire, c'est assez intéressant. Et c'est écrit comme s'il voulait absolument démontrer que c'est parce qu'il y a des flavonoïdes dans le chocolat que les gens en consomment, que du coup on obtient plus de prix Nobel, même si en lisant entre les lignes, c'est bien sûr pour montrer l'association avec le niveau socio-économique et la présence de facteurs de confusion, mais ils ont un peu joué les naïfs et essayé de démontrer qu'on pouvait démontrer un peu ce qu'on voulait, pour peu qu'on réfléchisse pas très bien. Ils ont fait des calculs, notamment en partant du fait que cette relation était causale, en jouant ce présupposé-là, et ils ont fait des calculs, ils aboutissent à la conclusion qu'il faudrait, pour qu'un pays gagne un prix Nobel pour 10 millions d'habitants, il faudrait que les gens consomment 400 grammes de chocolat en plus par personne et par an. Voilà, c'est ce genre d'association, ce genre de résultats qu'ils ont pu obtenir, des résultats justes, sans prendre en compte, si on ne prend pas en compte les facteurs de confusion. Voilà. Juste un petit point de vue. Facteur et exposition, c'est externe et comportement, ou ça correspond à... Facteur et exposition? Ouais, parce que des fois on parle de facteur, il y a facteur de confusion et exposition. Facteur par exemple si on est exposé, ou si vous avez le même niveau facteur, c'est-à-dire la différence entre l'exposition et les facteurs? Mais pas de confusion, bien avant. Un facteur, en fait, c'est une variable, quelle qu'elle soit. Ça peut être le niveau socio-économique, ça peut être l'âge, ça peut être le sexe, ça peut être le comportement, la prise de risque, ça peut être la consommation de fruits et légumes, c'est tout. Et l'exposition, en fait, c'est le point de vue qui fait la différence entre l'exposition. L'exposition, c'est le facteur qu'on étudie, en fait.
Le facteur de confusion, c'est un facteur, en fait, c'est n'importe quel paramètre dont on sait qu'il pourrait avoir une influence sur l'état de santé. L'exposition, c'est le facteur qu'on étudie et dont on aimerait mettre en évidence un effet de cette exposition sur la maladie, en fait, voilà. Donc, comme ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue, la réflexion autour des potentiels biais est indispensable dans l'appréciation des résultats statistiques. C'est ce qui fait une méthodologie solide. Ça suppose de connaître les données et c'est à systématiquement discuter après l'obtention des résultats, notamment les biais de confusion qui sont un risque majeur de fausses causalités et de fausses conclusions. Donc, dans notre cas et dans le cas d'Epidemium, les données ont souvent été recueillies bien en amont. On va se retrouver avec des très grandes bases de données, mais dont on va avoir du mal à trouver la source. Donc, par exemple, dans les biais on va être particulièrement exposé aux biais de sélection et aux biais de classement. On ne va pas pouvoir contrôler les biais de classement, étant donné qu'on n'a aucune idée de la façon dont a été fait le diagnostic. C'est un risque majeur, mais un risque à prendre en compte, et l'important c'est de le prendre en compte et de toujours le discuter, nos résultats en fonction de ces biais. Par contre, les biais de confusion, c'est quelque chose dont on va pouvoir maîtriser même dans le cadre de la recherche sur des grandes bases de données, même dans le cadre d'Epidemium. Voilà, on doit faire particulièrement attention aux biais de confusion dans les challenges. Donc cette partie, on va revenir sur ce dont on discute depuis quelques minutes, c'est-à-dire la différence entre l'association, la causalité et ensuite l'interaction. Donc, on a vu que l'association entre deux variables, c'est le fait que ça peut notamment se traduire par le fait que la connaissance de l'une des variables permet de prédire au moins en partie l'autre variable. Dans l'exemple café et cancer du poumon, la connaissance du fait qu'un sujet consomme du café, ça va nous permettre de dire qu'il est un peu plus à risque d'avoir un cancer du poumon. La connaissance, c'est assez clair comme ça. Donc quand on a une association entre variables, il y a trois schémas qui peuvent expliquer ça. C'est que A influence B, donc ça peut être que le café entraîne plus de cancer du poumon, que B influence A, que les gens qui ont un cancer du poumon consomment plus de café, ou que A et B sont tous deux influencés par un troisième facteur, donc que le café et le cancer du poumon sont influencés par la consommation de tabac. Donc, association de différentes causalités, vous l'aurez bien compris. Là, un petit exemple de facteur de confusion fréquent en oncologie. Si on n'ajuste pas nos études et nos associations statistiques mises en évidence, notamment sur l'âge, sur le sexe et sur les antécédents familiaux et personnels de cancer, c'est un vrai risque de conclure à tort à des associations et à une causalité. Donc ça, c'est simplement des facteurs à systématiquement prendre en compte dans nos analyses. On verra ce que ça veut dire, comment on fait pour prendre en compte ces facteurs de confusion. Ça suppose de faire de la modélisation, de faire des modèles multivariés. Notamment, ça sera un peu l'objet du cours de mercredi prochain, dans 2 jours. Comment mettre en évidence des facteurs de risque malgré la présence de facteurs de confusion? Au moment de la constitution de l'échantillon, donc on va pouvoir appareiller sur un ou plusieurs facteurs de confusion. Donc c'est au moment de la constitution de nos échantillons. On peut toujours le faire dans le cadre de la recherche sur des bases de données a posteriori. Il suffira de bien sélectionner nos sujets. Et il faudra, en amont des analyses statistiques, déjà réfléchir à tous les facteurs de confusion qui pourraient exister dans l'association qu'on devrait mettre en évidence entre une exposition et la maladie.
Et donc la deuxième étape pour maîtriser ces facteurs de confusion et pour conclure, pour essayer de conclure une causalité entre l'exposition et la maladie, c'est au moment de l'analyse statistique. Donc on va tout d'abord ajuster nos analyses pour chaque facteur de confusion auquel on aura pensé en amont. On va calculer par exemple un risque relatif de cancer selon l'âge, un risque relatif de cancer selon le sexe, un risque relatif de cancer selon l'antécédent personnel de cancer. Ça, c'est des analyses univariées. On va mettre en évidence certains facteurs de confusion par ce mécanisme-là, et on va prendre tous ces facteurs de confusion en compte pour faire pour les entrer dans un modèle statistique qui s'appelle la modélisation statistique. C'est des analyses multivariées et ça permet au moment de l'analyse de s'affranchir de ces facteurs de confusion. Donc cette diapo rejoint un peu ce dont on discutait tout à l'heure. Donc il y a certains, quand on a une association, on va réfléchir à certains critères qui pourraient nous faire pencher pour un lien de causalité entre l'exposition et la maladie. Les principaux facteurs auxquels il va falloir réfléchir sont listés ici. C'est-à-dire que quand on a une association entre une exposition et une maladie, on va réfléchir au potentiel mécanisme physiopathologique, c'est-à-dire au potentiel mécanisme dans le corps humain, le mécanisme biologique qui expliquerait cette association. Dans le cas du café et du cancer du poumon, c'est vrai que c'était difficile, c'était justement un des obstacles, des choses qui nous faisaient tilter pour conclure un lien de causalité. On ne voyait pas très bien par quel mécanisme le café pouvait entraîner un cancer du poumon. A l'inverse, dans l'étude qui souhaitait mettre en évidence une association entre le chocolat et prix Nobel, ils avaient déjà mis en évidence un mécanisme physiopathologique potentiel pouvant expliquer une causalité, c'est-à-dire que la présence de flavonoïdes dans le chocolat augmente les capacités cognitives. Alors c'est totalement tiré par les cheveux, mais ça reste une explication physiopathologique potentielle. Ensuite, la temporalité, c'est pour pouvoir mettre en évidence une causalité, il faut bien sûr que l'exposition précède la survenue de la maladie, ça paraît assez logique. Un argument aussi très fort pour mettre en évidence une causalité à partir d'une association, c'est d'observer que cette association croît avec l'exposition, c'est-à-dire que dans le cas du cancer du poumon, l'association va être, dans le cas du cancer du poumon et du tabagisme, l'association va être d'autant plus forte chez les personnes qui fument, va être croissante avec le nombre de cigarettes fumées. Donc ça, c'est la relation dose-effet. Et bien sûr, la force de l'association statistique, si on a un risque relatif à 10 chez les exposés, c'est-à-dire que les exposés sont statistiquement 10 fois plus souvent malades, ça va être un argument en plus pour essayer de chercher une causalité. Chacun des arguments ici ne sont pas suffisants en soi pour mettre en évidence une causalité. C'est toujours un faisceau d'arguments, c'est toujours à confronter avec les autres études qui ont été faites sur le même sujet. Et c'est toujours à remettre en question. Par exemple, dans le cas de chocolat et prix Nobel, l'ensemble de ces critères étaient pris en compte. On avait bien une explication physiopathologique, on avait bien une temporalité, on supposait que les gens avaient commencé à manger du chocolat avant d'être prix Nobel. On avait bien une relation de dose-effet avec plus le pays consommait de chocolat, plus il avait de prix Nobel. Et bon, la force de l'association statistique était également très importante. On a vu qu'on il était sûr ils avaient moins d'une chance sur 10 000 d'avoir mis en évidence ce résultat au hasard. Au total, les épidémiologistes se basent sur les 9 critères de Bradford-Hill. C'est quelque chose qui fait assez consensus au sein des épidémiologistes.
pour mettre en évidence une causalité entre une exposition et une maladie. Maintenant, oui. Parce que juste avant, vous avez dit à la fin faisceau d'indices, mais pas de preuves irréfutables. Oui. Donc, même le faisceau d'arguments peut être remis en cause. C'est toujours en médecine, surtout en recherche clinique, en épidémiologie. Avant d'être amené à conclure sur une causalité, il faut plusieurs études. Déjà, il faut toujours systématiquement plusieurs études. Il faut une étude qui ait une méthodologie robuste, qui est pris en compte, qui est discuté toutes ces causalités, tous ces facteurs-là. Et ça, en fait, ça rejoint simplement le fait qu'on est sûr de rien en médecine. C'est pas une science dure. Donc c'est toujours, on avance pas à pas, mais on est sûr de rien. C'est au début, ça se fait avec le temps en fait. Les premières études qui mettaient en évidence une association entre consommation de tabac et cancer du poumon, finalement elles étaient remises en cause au début. Il a fallu beaucoup d'études pour finalement faire accepter le fait et ensuite établir un lien de causalité entre consommation de tabac et cancer du poumon. Mais les premières études qui sont sorties sur le sujet, ce n'était pas suffisant. Finalement, on est toujours dans ce cas-là. Tout ce qu'on met en évidence en épidémiologie, ça demande toujours à être confirmé un peu plus tard. Donc en fait, nous, au niveau du challenge, quoi qu'on fasse, on aura un gros biais. Alors, il y aura des biais, mais dans toutes les études, il y a des biais. Je pense que l'important à retenir pour les challenges, c'est que ça va être assez exploratoire et c'est de lancer des nouvelles pistes de recherche, d'exploiter les immenses bases de données qu'on a pour essayer de mettre en évidence des associations qu'on aurait bien du mal à mettre en évidence avec un petit échantillon. Par contre, on n'apportera jamais, on peut apporter qu'un argument en plus, et en fait, finalement, toutes les études en recherche médicale apportent des arguments en plus, mais qui n'apportent une preuve formelle, en fait. Oui. Du coup, la question suivante, est-ce que vous pensez qu'on peut apporter beaucoup, dit autrement, est-ce que vous pensez que s'il y a des gros éléments, ils sont pas encore là? S'il y a des gros risques? C'est une bonne question. De toute façon, la recherche dans une science, ça s'affine toujours. On va toujours des éléments les plus grossiers. Petit à petit, avec le temps, on va toujours vers les choses les plus précises. Après, c'est mon avis personnel, je pense qu'on peut toujours découvrir des choses qui ont un impact très fort. C'est simplement, je pense que c'est des découvertes qui seront de plus en plus rares, je pense que c'est surtout ça. Et on va être plus amené à affiner nos opinions, à affiner nos résultats et nos conclusions, plus qu'à découvrir des associations très grosses. Mais en plus, je pense qu'il y a un facteur important à prendre en compte en médecine, en épidémiologie, c'est qu'on parle beaucoup d'expositions, notamment on pense beaucoup aux expositions, là on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens en ce moment. C'est toujours il y a des nouvelles molécules, il y a toujours donc par conséquent des choses qui n'ont jamais été étudiées auparavant. Donc, déjà rien que ça, c'est un champ de recherche. Il y aura toujours des choses à découvrir. Et voilà. Ouais. Je disais quand tu vas citer les légumes, les fruits et les légumes, c'était bon pour la santé, c'était pas juste un biais de sélection. Alors ce serait surtout biais de confusion, ça pourrait être une explication. Mais bien sûr, dans cette optique-là, c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs études, et que les études en nutrition qui affirment quoi que ce soit de péremptoire après une étude et après qui ont fait des études sur la consommation d'un nutriment en rapport avec une maladie, finalement on ne peut jamais conclure grand-chose, surtout qu'on verra que d'une façon générale, je vous ai dit qu'on utilisait souvent le cut-off de 95% de certitude en sciences, en médecine, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, finalement, on a toujours 5% de chance de conclure à tort que notre conclusion soit fausse à au moins 5%. C'est-à-dire que si on fait finalement énormément de recherches sur des sujets complètement au hasard, sur des expositions et des maladies qui n'ont aucun lien, on va forcément en trouver. Et donc, c'est de là qu'est toute la réflexion autour de la recherche. Toute la réflexion autour de tous ces biais-là est fondamentale pour effectivement ne pas mettre en évidence des associations qui n'ont aucun sens. Et la recherche elle-même
Le fait déjà de multiplier les recherches est un biais, parce que forcément, quand on cherche énormément de choses et qu'on fait une marge d'erreur de 5%, une marge d'erreur maximale, hein, mais une marge d'erreur de 5% quand même, ben on est forcément amené à conclure. En fait, on serait forcément amené à conclure à tort si à chaque fois qu'on avait un résultat, on transformait ça en affirmation. C'est à ça qu'il faut être prudent, c'est pas au fait de mettre en évidence plein d'associations, il faut toujours les discuter, c'est le plus important. La dernière fois, la première épidémie, oui. On avait observé que les populations africaines et d'origine africaine avaient à peu près le double de cancer à la prostate que les autres populations. Ça, c'était vrai aux États-Unis où c'est connu, et c'est une film parce qu'ils distinguent sur la couleur de la peau, sur les choses-là, les origines. Et en fait, on retrouvait aussi, par exemple, en Martinique. En Martinique, dans plein d'autres pays. Ouais. Et en Martinique, c'est les produits conservateurs, ou pour les engrais, ou pour les bananes, enfin, on utilise quelque chose qui est banni. Mais nous, on n'a pas trouvé qu'en Martinique, c'était différent des autres, c'était juste qu'en fait, c'était des populations qui ont plus de risques. Peut-être que c'est de leur alimentation de choses. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait penser qu'ils auraient pu se tromper sur. Alors du coup, moi j'ai pas les éléments là, mais de ce que vous nous décrivez, bien sûr, si vous avez des résultats contraires, ça remet en cause au moins à minima peut-être les résultats qu'avaient trouvés auparavant les chercheurs aux États-Unis. Il faut là dans un cas comme ça, où finalement on a deux résultats contraires, il faut surtout analyser les méthodologies d'études, donc ça veut dire la prise en compte de tous ces biais dont on vient de parler. C'est ça qui fera toute la différence dans l'interprétation des résultats qu'on a. Voilà, après ça dépend de la façon dont vous avez travaillé pour mettre en évidence l'absence d'association entre les sujets là et le risque de cancer de prostate. Mais du coup, dans une étude, il y a souvent beaucoup de biais de confusion. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de biais de confusion. Alors, il y en a, mais depuis le temps qu'on fait de la recherche on appelle ça l'evidence-based medicine. C'est-à-dire que toute la recherche, non pas basée sur l'expérience, sur l'instinct, sur un agglomérat d'observation, mais sur des preuves statistiques assez bien documentées. Depuis qu'on est dans ce système-là, on a quand même identifié tout un tas de facteurs de confusion assez classiques dont je vous avais parlé, l'âge, le sexe, les antécédents, la taille, le poids, l'origine ethnique, enfin tout un tas de choses dont on sait et sur lesquelles on va systématiquement ajuster nos analyses pour les prendre en compte. Après, dans chaque étude spécifique, il faudra réfléchir aux biais de confusion spécifiques qui pourraient être présents. Et donc encore une fois, il y a beaucoup de biais de confusion, il y en a énormément. Mais tout est dans la réflexion autour de ces biais-là. Et la prise en compte, parce qu'une fois qu'on les a identifiés, ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'on peut, entre guillemets, annihiler leurs effets. Voilà. Normalement, si j'imagine on regroupe avec d'autres études, on peut enlever ce background. Alors, non seulement en regroupant avec d'autres études, mais simplement en faisant ce qu'on appelle de la modélisation statistique, c'est en créant des modèles statistiques qui vont, là, moi, ce dont je vous ai parlé, le risque relatif, notre ratio avec deux catégories, deux expositions, c'est la façon la plus simple de parler d'association entre maladie et exposition. Il y a des modèles bien plus compliqués, des biostatisticiens qui travaillent toute leur vie pour mettre au point des modèles statistiques qui vont prendre en compte ces facteurs de confusion. C'est ce qu'on appelle les analyses multivariées, donc qui prennent en multivariées, c'est-à-dire qu'en plus d'étudier l'association entre maladie et l'exposition, dont on aimerait bien mettre en évidence quelque chose, ils vont prendre, dans ce modèle, ils vont prendre l'exposition, plus l'âge, plus le sexe, plus l'origine ethnique, plus les antécédents, et ainsi de suite, tous les facteurs de confusion auxquels on aura pensé, pour essayer d'avoir des résultats les moins biaisés possibles. L'interaction maintenant. C'est une notion un peu plus subtile et c'est une notion qui est à prendre en compte quand on a plusieurs facteurs de risque. J'ai repris une citation, je me suis permis de reprendre une citation telle quelle parce que je pense qu'elle est très très parlante. On parle d'interaction quand le taux d'incidence d'une maladie en présence de plusieurs facteurs de risque diffère du taux d'incidence prédit par les effets individuels. C'est-à-dire, on a identifié plusieurs facteurs de confusion
on connaît à peu près leurs effets, l'effet qu'ils peuvent avoir sur le risque, le sur-risque qu'ils entraînent de maladie. Sauf qu'on va observer chez certains sujets que la présence de plusieurs de ces facteurs de risque entraîne un risque de maladie qui va être différent de ceux auxquels on aurait pu s'attendre en prenant en compte individuellement l'effet individuel de chacun de ces facteurs de risque. Je vais utiliser un exemple après pour que ce soit un peu plus clair. C'est l'effet global des facteurs de risque individuels qui va être différent de l'effet global observé. Donc, exemple. C'est une étude qui nous parle d'alcool, de tabac et de cancer de l'œsophage. Alors, c'est bien documenté, on sait que le tabac, on sait que l'alcool individuellement chez un sujet expose à un risque plus élevé de cancer de l'œsophage. Donc, ce tableau ici a calculé pour chaque consommation, chaque niveau de consommation d'alcool et chaque niveau de consommation de tabac, le risque individuel lié à ces consommations. Donc on voit que pour la consommation de tabac à plus de 40 cigarettes par jour, donc le petit 2,45 qui est entouré, ça veut dire que chez les individus qui consomment plus de 40 cigarettes par jour mais qui ne boivent pas d'alcool, le surrisque de développer un cancer de l'œsophage est de 2,45 par rapport à un individu qui ne fume pas, qui ne boit pas. Idem pour les individus qui consomment de l'alcool à plus de 500 ml d'éthanol pur, à plus de 500 ml en équivalent éthanol pur, à plus de 500 ml par semaine, et qui eux ne fument pas, le surrisque de cancer de l'œsophage est de 1,38. Alors selon les modèles utilisés qui peuvent être additifs, multiplicatifs, on pouvait s'attendre à un certain risque relatif. Moi, je ne peux pas vous dire lequel, parce que finalement, là, c'est un travail de modélisation et de réflexion. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le surrisque observé chez les individus qui consomment plus de 500 ml d'alcool par semaine et qui fument plus de 40 cigarettes par jour est de 7,32. C'est de toute façon bien supérieur à ce à quoi on aurait pu s'attendre en prenant en compte chacun des effets individuels. Là, dans ce cas-là, on est typiquement dans un cas d'interaction, c'est-à-dire que la présence de deux facteurs de risque se potentialise. Il y a un effet qui est synergique, c'est-à-dire que le risque va être bien plus élevé que ce à quoi on aurait pu s'attendre avec une consommation unique de tabac ou d'alcool. Ouais. Il va y avoir des facteurs de confusion liés aux interactions. Si, oui, ça pourrait être le fait que finalement les personnes qui fument et qui boivent, en plus, ils ont tout un tas de comportements plus à risque de cancer. C'est possible. Moi, j'ai pas lu le détail de l'étude, mais c'est tout à fait possible. C'est une étude qui est sérieuse, donc ils ont conclu à cette association, à cette interaction. De toute façon, là, c'est un exemple qui est assez connu. Hein. Il n'y a pas trop de doute sur l'interaction tabac, alcool et cancer de l'œsophage, mais oui, il faut prendre en compte le fait que finalement, des individus qui ont déjà deux facteurs de risque très importants, on peut supposer qu'ils en ont plein d'autres. Ouais, bien sûr. La définition d'interaction, c'est déjà en enlevant les biais. Oui, c'est en s'affranchissant de tout le reste. Ouais, c'est une définition qui est théorique. Et là, on met en évidence dans cet exemple-là une interaction, et comme le précisait monsieur, il faudra bien sûr réfléchir à tous les biais possibles qui pourraient expliquer cette interaction. Parce que par exemple, là, les cigarettiers, ils auraient intérêt à dire que ça fait un biais de confusion, quelque chose. Enfin, mais du coup, on arrive dans toute cette ambivalence comme ça en permanence sans savoir. Il y a toujours un risque de se tromper. Oui, et il y a toujours un risque de se tromper. C'est pour ça qu'il faut faire des études de grande ampleur. Il faut en faire plusieurs avant de mettre en évidence quelque chose. Alors là, en plus, le phénomène dont on parle, en plus, on ne parle pas uniquement du risque du coup, de cancer qui est augmenté par le tabac ou par l'alcool, mais bien de la potentialisation des deux en fait. Donc c'est vraiment en plus quelque chose qui est assez. Il faut rechercher une explication même biologique à ça, pourquoi les deux se potentialisent. Et ça va notamment, c'est rechercher une explication physiopathologique, ça va notamment être une façon
de renforcer la certitude de cette interaction. Donc, comme je vous disais, dans une interaction, ça peut être un effet synergique, comme celui qu'on vient de voir. L'effet cumulé est supérieur à la somme des effets individuels. Ça peut être une interaction antagoniste, donc finalement, deux effets qui s'annihilent plus ou moins les autres, enfin, qui s'annihilent, c'est-à-dire que deux facteurs de risque qui finalement pourraient diminuer le risque global. En fait, là, j'ai pas forcément d'exemple, mais les deux cas de figure sont possibles. Il paraît que le sport et l'alcool, ça marche. C'est possible. Après, ceci dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, par exemple, le sport serait pas forcément un facteur de risque de cancer, plus un facteur protecteur. Donc, on pourrait toujours mettre en évidence une interaction, ce serait plus compliqué intellectuellement. Oui, on pourrait peut-être mettre en évidence une interaction, comme quoi le sport annule complètement l'effet de l'alcool. C'est bien sûr totalement conditionnel, hein, je n'ai aucune idée. Mais oui, voilà, les interactions peuvent aller dans les deux sens. Non, mais en fait, ce qu'elle a dit là-dedans, c'est plutôt que les deux amènent au cancer, c'est ça? Parce que c'est possible, parce que par exemple, pour le café, pour les personnes qui courent, c'est très mauvais pour les jambes. Par exemple, on prend beaucoup de café et qu'on court, et donc du coup, on utilise le corps alors qu'il n'est pas prêt à être utilisé. Et c'est quoi justement le... Oui, dans ce cas-là, ça pourrait être une explication. Du coup, on recherche, on a mis en évidence que du coup, la maladie observée, c'est les douleurs aux jambes, on va dire, les problèmes de circulation sanguine. Et qu'on teste la consommation de café et la pratique du sport, et qu'on arrivait à mettre en évidence que finalement la pratique du sport et la consommation de café chez un même sujet finalement entraînent des conséquences assez néfastes, alors qu'on a plutôt tendance à penser que le sport permettrait de limiter cet effet. Oui, on serait typiquement dans un cas d'interaction. Jusqu'à présent, dans la partie 4, on est d'accord qu'on n'a pas défini méthodologiquement ce qu'on entendait par causalité, pour l'instant. On en a un petit peu parlé dans les facteurs, les arguments qui pouvaient entraîner la causalité. C'est-à-dire que la causalité, comme je disais, c'est un faisceau de preuves, notamment avec une explication biologique, physiopathologique. Et la prise en compte de tout un tas d'arguments, la temporalité, relation des effets. Dans le tableau à double entrée, là, ça n'intervient pas. Le tableau alcool-tabac. Lequel Le tableau alcool-tabac. Alcool-tabac. Et cancer de l'œsophage. Alors. S'il n'y a pas de... après, là, c'est vraiment un tableau sorti du milieu d'une étude dans laquelle ils vont avoir discuté en amont et ensuite la causalité potentielle. Moi, je vous affirme ça là, mais c'est vrai qu'il a fallu... avec ce tableau-là, clairement, on va faire... Voilà, il y a quelques garde-fous méthodologiques à prendre. Bien sûr, moi, je parle de causalité. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que si on utilisait juste le tableau, on ne pourrait pas conclure à grand-chose à part qu'il y ait une association, et pas une causalité. Ouais. C'est ça. Donc, on va parler très brièvement des tests statistiques. J'ai souhaité en parler un petit peu simplement pour vous expliquer ce qu'est le petit p qu'on observe dans les tableaux. Par exemple, on a P de tendance et P d'interaction. Le petit p, c'est ce qui représente c'est un résultat obtenu après avoir réalisé ce qu'on appelle un test statistique. Donc le test statistique, nous on a essayé de mettre en évidence des associations en calculant des intervalles de confiance à 95%, et on a vu que si l'intervalle de confiance de notre association, ou du risque relatif, ou de l'autre ratio ne contenait pas 1, on se permettait de parler d'association. Le test statistique, c'est le même but, c'est une approche qui est un peu différente. Et c'est basé sur la formulation de deux hypothèses, l'hypothèse nulle et l'hypothèse non nulle, H0 et H1. Donc l'hypothèse nulle, dans le cas de la recherche sur le cancer, ça va être que la fréquence de cancer chez les exposés, sachant que l'individu est exposé, est égale à la fréquence de cancer, sachant que l'individu n'est pas exposé. L'hypothèse alternative, c'est que la fréquence de cancer chez les exposés est différente de la fréquence de cancer chez les non exposés. Le principe du test statistique, c'est
un concept statistique qui va nous permettre de rejeter l'hypothèse nulle. On va chercher à rejeter l'hypothèse nulle avec un certain degré de significativité, une certaine certitude en fait de rejet de cette hypothèse nulle. L'idée c'est d'affirmer une association. Donc, comme je vous disais, on calcule le fameux petit p. Le petit p, c'est la probabilité que le hasard explique à lui seul la différence au moins aussi grande que celle qui a été observée. C'est-à-dire que le petit p, c'est dans le cas de fréquences de cancer différentes, c'est la probabilité que la fréquence de cancer chez les exposés et la fréquence de cancer chez les non-exposés ne soit due qu'au hasard. Donc, comme je le disais, on utilise souvent on base souvent sur le cutoff de 95%. Donc, c'est traduit pour le petit p, ça veut dire que le petit p est inférieur à 0,05. C'est-à-dire que on appelle ça également le risque alpha, c'est le risque de porter une affirmation fausse, de mettre en évidence une association statistique qui, en vrai, n'existe pas. Donc, c'est le risque de rejeter l'hypothèse nulle, alors que l'hypothèse nulle est vraie. Donc voilà, là je vous ai parlé du risque de première espèce, le risque alpha, le risque de mettre en évidence une association qui n'existe pas. Un petit exemple pour vous parler du risque de deuxième espèce, qui est le manque de puissance dont on a un peu parlé tout à l'heure. C'est le risque de ne pas mettre en évidence une association statistique alors qu'elle existe. Deux études qui comparent le taux de rechute à 5 ans d'un cancer après un protocole de traitement innovant, le protocole de traitement A, et par rapport au protocole classique B. D'ailleurs, je m'aperçois que... bon, ça se passe pas maintenant. Dans l'étude 1, on voit que le protocole de traitement innovant A est finalement pas si bien que ça, parce qu'il entraîne plus de rechute à 5 ans que le protocole classique B. Alors c'est un exemple qui est totalement fictif, en général on essaie quand même de proposer des protocoles qui marchent mieux que les précédents. Voilà. Je voulais inverser les relations, mais c'est pas très important. Donc dans l'étude 1, on voit que le petit p est égal à 0,09. C'est-à-dire qu'on a au moins 9% de chance d'expliquer, on a 9% de chance au moins d'expliquer la différence de rechute entre les deux groupes de traitement par le hasard. L'étude 2, qui teste exactement les mêmes traitements, et qui a exactement les mêmes résultats quant aux fréquences de rechute, elle a un petit p à 0,05. C'est-à-dire qu'on a moins de 0,5% de chance, enfin, la différence de rechute est explicable par le hasard. Ouais, en fait, que la probabilité que le hasard puisse expliquer cette différence est inférieure à 0,5%. Voilà. Bon, ça. Donc, qu'est-ce qui explique qu'on ait deux petits p différents avec deux fréquences exactement identiques? Là, c'est que on peut supposer, il y a plusieurs raisons possibles, mais notamment que le nombre de sujets était différent. C'est-à-dire que l'étude 1 a été basée sur un faible nombre de sujets et l'étude 2 a été basée sur un très grand nombre de sujets. La première étude n'a pas permis de mettre en évidence, on ne peut pas affirmer avec suffisamment de certitude que les différentes efficacités des deux protocoles sont différentes, alors que la deuxième, qui comportait plus de sujets, nous a permis d'affirmer, avec moins de 0,5% de chance de se tromper, que les deux protocoles d'études avaient des fréquences de rechute différentes. Donc tout ça pour vous dire que on dit souvent 95% de certitude pour porter une affirmation dans les recherches cliniques. C'est un seuil qui est vraiment pris de manière arbitraire, de manière conventionnelle en fait plutôt. C'était à une certaine époque pour réaliser tous ces tests statistiques, on se basait sur des tables statistiques qui étaient faites à la main et on ne pouvait pas se permettre d'avoir une table pour chaque risque
pour chaque probabilité de se tromper. Donc on utilisait souvent la probabilité 0,05. On a conservé ce cutoff aujourd'hui, maintenant qu'on a les ordinateurs, pour essayer d'harmoniser les affirmations qui sont portées par la recherche. Mais ça reste assez hypothétique. On ne peut jamais affirmer quelque chose parce que le petit p est rejeté ou parce que nos hypothèses sont rejetées ou non par le petit p, par le calcul du petit p. Est-ce que vous n'utilisez pas les 1%? Pardon, j'ai pas eu. Ça peut être utilisé. Disons qu'en fait, on va rejeter ou non l'hypothèse nulle suite au calcul du petit p, mais on va aussi donner la valeur de ce petit p. Donc, si on utilise 1%, en fait, finalement, si on a un petit p inférieur à 0,01, c'est une certitude supérieure à 99%. Donc, il y a un risque de se tromper inférieur à 1%. Il faut toujours donner la valeur du petit p et pas uniquement rejeter ou non l'hypothèse nulle. Ça a beaucoup plus de sens méthodologique. Voilà, c'était tout pour moi, c'était la diapositive. Est-ce que vous avez des questions particulières? Eh ben, merci à vous.